Alors, on continue sur notre lancée en matière de sécurité applicative. Et suite aux généralités qu'on a vues la dernière fois, aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet d'une manière un peu plus détaillée. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les injections SQL. Alors, selon vous, c'est quoi une injection SQL? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme ou non? Alors, selon Hamada, c'est une attaque basée sur un langage SQL. Selon Swank, c'est une manipulation des requêtes. Et selon Saoudi, c'est changer le vrai déroulement d'une requête SQL vers une base de données pour accéder, par exemple, à des données sensibles. Ensemble, vous avez tous raison. Alors, si on essaye de voir un peu c'est quoi une injection SQL, alors d'abord, c'est une technique qu'on va utiliser qui va essayer d'exploiter des vulnérabilités. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au départ. Toute attaque que vous allez faire doit exploiter une vulnérabilité existante. Donc, la vulnérabilité qu'on va exploiter quand on va faire une injection SQL, c'est les vulnérabilités qui se trouvent au niveau des entrées qui ne sont pas sanitarisées. Donc, en permettant tout simplement l'envoi de requêtes SQL à travers une application web. Alors, M. Hamdi, par contre, là, il y a une petite erreur que vous venez de dire. Quand on utilise des injections SQL, la vulnérabilité n'est pas dans la base de données. La base de données n'est pas vulnérable. La vulnérabilité se trouve ailleurs. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je répète ce que je disais. L'injection SQL, c'est tout simplement une technique qui va nous permettre d'exploiter une vulnérabilité au niveau des entrées qui vont se trouver dans l'application web. Ce qui va nous permettre tout simplement d'envoyer des requêtes vers une base de données afin de pouvoir les exécuter. Donc, il s'agit réellement d'une faille au niveau de l'application web et non pas d'un problème ou d'une vulnérabilité ou d'une faille, appelez-le comme vous voulez, au niveau de la base de données ou bien du serveur web. Votre serveur web ou votre base de données, lui, il est parfait. Il ne fait qu'exécuter les requêtes qu'on lui envoie. Parce que réellement, comment ça fonctionne? Une base de données, elle est là, elle comprend un certain langage. Vous lui envoyez une requête, elle l'exécute. Ce n'est pas à elle de filtrer les requêtes, ce n'est pas son travail. Son travail à elle, c'est d'exécuter toutes les requêtes qu'elle reçoit. Qui est censé lui envoyer ces requêtes? C'est l'application web. Donc, lorsque vous exploitez une vulnérabilité de type injection SQL, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de forcer l'application web à modifier les requêtes qu'elle est censée envoyer de manière standard. Parce que l'application web, par exemple, lorsque vous allez cliquer sur un bouton ou saisir un champ de données, à partir des données que vous avez saisies, elle va envoyer une requête SQL prédéfinie déjà, en récupérant vos requêtes. Maintenant, si le champ qui est censé contenir les données n'est pas sanitarisé, donc s'il n'est pas filtré, il va vous permettre de saisir d'autres commandes SQL qui vont être intégrées à la requête standard, à la requête SQL standard, pour vous permettre de générer une nouvelle requête SQL qui, elle, va être envoyée à la base de données. Alors, si on essaie un peu de schématiser ce qu'on vient de dire. Donc, nous avons un attaquant qui est à ce niveau-là. Nous avons un serveur web qui est notre application web par laquelle vous allez transiter pour pouvoir accéder à une base de données qui est ailleurs, peu importe où est la base de données. Donc, ce qui va se passer réellement,
c'est que l'attaquant, par exemple, au niveau du champ username, il va saisir admin, euh, comment on appelle ça, un crochet tiré. Pour lui, il est en train de saisir une donnée. L'application web n'a pas fait correctement son travail. Donc, elle laisse passer cet ensemble de caractères qui est censé être une donnée. Ça aurait pu être admin, ça aurait pu être Sami, ça pourrait être Yanis, ça pourrait être Abdelrahman ou autre. Automatiquement, ce qui va se passer, le serveur web va intégrer ces données à l'intérieur de la requête qui était censée être select étoile from user, where username égale admin. Automatiquement, ça c'était la requête qui est censée partir. Donc si comment on appelle ça, l'application web est bien faite, elle va supprimer tous les caractères superflus qui peuvent, si vous voulez, perturber le fonctionnement de notre base de données. Et il va envoyer uniquement select all from users where username equal admin. Malheureusement, ce qui va se faire lorsque nous avons une vulnérabilité de type injection SQL, c'est que ce qui va partir, ça va être select étoile username where username égale admin deux crochets fermants plutôt, deux tirés, ensuite le crochet fermant de la requête. Donc, la base de données, quand elle va recevoir cette requête, where username égale admin, rien d'autre. Parce que réellement, le résultat de cette injection va être ça. Elle va retourner le profil de l'administrateur au serveur web. Et le serveur web, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à l'attaquant l'accès en sa qualité d'admin. Bon, là, je ne rentre pas vraiment dans les détails. Là, c'est une présentation générale. On arrivera par la suite dans les détails. Et vous allez faire toutes les manipulations nécessaires en tête. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ces injections SQL représentent réellement une menace d'un point de vue sécuritaire? Est-ce que vous pensez que les injections SQL représentent réellement un danger ou bien c'est un type de vulnérabilité superflue qui n'est pas très répandu, qui n'est pas très utilisé? Alors, il y a Hamadash qui nous dit que ça représente un danger. Apparemment, pas mal d'entre vous sont d'accord. OK. Alors, pour pouvoir répondre, on ne va pas le faire de manière, disons, aléatoire, comme ça, parce que je pense que ça permet de bypasser, donc c'est un danger. Parce que là, on peut citer une cinquantaine de vulnérabilités qui vont vous permettre de bypasser un mot de passe. Mais est-ce que c'est des vulnérabilités qui sont réellement critiques? Est-ce que c'est des vulnérabilités qui sont facilement exploitables? Est-ce que c'est des vulnérabilités qui donneront toujours des résultats? C'est les trois questions que vous devez vous poser. Malheureusement, la dernière fois en TP, on n'a pas pu voir cette partie. Bon, on la verra demain matin. Donc, c'est les trois questions que vous devez vous poser. Et là, en répondant à ces trois questions, le WASP a fait le travail pour nous, en quelque sorte. Alors, selon le WASP, là, je vous ai mis un tableau sur une certaine période, donc pour 2010, 2013, 2017 et 2021. Quel est le top 10 des menaces, ou bien des vulnérabilités ou des attaques par classement? On remarque qu'en 2010, le premier classement était pris par tout ce qui est injection, donc notamment les injections SQL. En 2013, les injections SQL étaient toujours à la première position. En 2017, c'était toujours le cas. En 2021, ils sont descendus à la troisième position. Mais ils sont toujours dans le top 10 des attaques les plus utilisées et les plus menaçantes contre les systèmes d'information à travers le monde. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on considère que les
injections SQL sont vraiment menaçantes ou bien si elles sont dangereuses. Il faut savoir que généralement, les injections SQL peuvent être vraiment très nuisibles. Donc, on peut généralement les utiliser de deux manières. Donc, il y a deux grandes utilisations pour les injections SQL. Soit les contournements de l'authentification et des autorisations d'accès, soit pour l'exécution d'un code à distance sur un serveur web. Quand on parle de contournement d'authentification et d'autorisation, ça veut dire qu'on va essayer soit de porter atteinte à la confidentialité à travers la divulgation d'informations auxquelles on n'a pas accès, parce que tout simplement, je n'ai pas accès à la base de données ou bien mon profil ne me permet pas d'accéder à un certain type d'information dans la base de données. On prend un exemple. Si on part sur usthp.dz, vous, en tant qu'étudiant, par exemple, vous êtes censé accéder à vos notes. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont implémenté ou pas encore, mais si vous arrivez à contourner les autorisations et l'authentification qu'il y a, vous allez accéder aux notes de l'ensemble des étudiants, au relevé de notes de l'ensemble des étudiants. Le deuxième point qu'on peut attaquer en utilisant l'injection SQL, c'est l'intégrité. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'altérer les données. Les altérer, ça veut dire les modifier. Ou bien vous allez pouvoir vous attaquer à la disponibilité de ces données, tout simplement en supprimant la base de données ou en supprimant une partie de cette base de données. Alors, avant de rentrer vraiment dans le détail des bases des injections SQL, on se pose la question d'abord, pourquoi est-ce que ces injections SQL fonctionnent toujours aussi bien? Il faut savoir que si on se met du côté des serveurs, donc il y a certaines technologies assez puissantes qui sont utilisées. Par exemple, si je parle de la ASP.NET, si je parle des SGBD, tels que Oracle, SQL ou autres, ils permettent aux développeurs actuellement de créer des sites web et des applications web dynamiques qui sont axées sur la data et qui sont facilement déployables et très facilement créables. Donc vous allez avoir si vous remarquez, il y a de plus en plus de sites web sur Internet qui ont du contenu dynamique parce que c'est devenu à la portée de n'importe qui de mettre en place ce type de site web. Maintenant, parallèlement à cela, il faut savoir que ces outils tels que l'ASP, l'SQL, l'Oracle ou autres sont facilement exploitables via des injections SQL. Pourquoi facilement via des injections? Parce que c'est le langage que comprennent ces outils. Est-ce que toutes les bases de données le sont? Malheureusement, oui. Toutes les bases de données relationnelles sont vulnérables aux injections SQL, que ce soit du SQL Server, que ce soit de l'Oracle, que ce soit du DB2 d'IBM ou bien du MySQL. Et comme on l'a dit précédemment, et j'insiste sur ça, les attaques de type injection SQL n'exploitent pas une vulnérabilité logicielle spécifique au niveau des bases de données. Ce qu'ils ciblent, c'est les sites web et les applications web qui ne respectent pas les best practices en matière de développement sécurisé. Tout simplement parce qu'il aurait suffi que le développeur de l'application web mette un petit filtre sur ces données pour rendre l'injection SQL infaisable ou bien dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, très difficilement faisable. Et vous allez remarquer par la suite qu'une simple ligne de code qu'on peut rajouter au niveau d'une application web peut tout changer. Alors, pour comprendre d'abord le fonctionnement des injections SQL, on va essayer de voir d'abord c'est quoi une requête HTTP POST. Alors, qui peut me dire c'est quoi la différence entre une requête POST et une requête GET? Entre une HTTP POST et une HTTP GET, déjà pour commencer.
Alors, je préfère la réponse de TopTube. Effectivement, get, c'est dans l'URL, alors que post, c'est dans le corps de la requête. Généralement, on vous dit qu'actuellement, on utilise de plus en plus de requêtes post, car c'est des requêtes qui sont, on considère, un peu plus sécurisées que les requêtes get. Il faut savoir que, de manière générale, si un utilisateur va se saisir les informations, par exemple, dans notre exemple, nous avons le username et le password qui doivent être saisis. Donc, automatiquement, vous allez saisir vos données en clair, vous allez cliquer sur Submit pour envoyer les données vers le serveur. Donc, cette chaîne est toujours visible dans le corps de votre requête HTTP, ou bien ce qu'on appelle HTTP POST. Donc, le code source, si vous voyez le code source d'une telle page, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le form action, le CGI, etc. Ça ne nous intéresse pas. Vous allez avoir le username avec input type text name égale username, donc c'est la variable qui va récupérer le username. Password input type password, c'est pour faire en sorte que les caractères ne soient pas invisibles, donc on définit le type password. Ensuite, on met name égale password. Ensuite, input type submit value login. Donc, automatiquement, ce qui va partir, ça va être une requête du type select for star from user, where username égale, bon, ça correspond pas, c'est pas méchant, normalement égale à Smith, and password égale à Simpson. Ça, c'est une requête HTTP POST qui fonctionne de manière ordinaire. Maintenant, notre requête SQL, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Alors, supposons que j'ai saisi les informations à ce niveau-là. Alors, au niveau de mon code, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Il va y avoir cette partie du code qui est faite pour traiter les données que j'ai saisies. Alors, cette partie, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve par string query, donc notre requête, select count all from users, where username égale, donc la valeur que vous avez saisie, and password égale, plus la valeur que vous avez saisie. Donc, réellement, ça va être quoi? Ça, c'est le code que vous allez trouver au niveau de notre boîte de dialogue. Donc, réellement, ça va être quoi? Donc, ça va être select count star. Donc, on va sélectionner le nombre total à partir de user. Quand username va être égal donc, au contenu de la variable qui est autre que ce que vous avez saisi, donc dans ce cas-là, ça va être JSON. Et le password égal à Springfield. Maintenant, c'est quoi le principe d'une injection SQL? Donc, au lieu de saisir mon prénom ou bien de saisir une information utile dans le champ username et password, je ne vais pas m'amuser à faire du brute force en essayant à chaque fois de saisir des mots différents jusqu'à aboutir au résultat. Parce que, comme vous le savez, une attaque par brute force, c'est une attaque qui risque de durer très très longtemps sans jamais aboutir à un résultat. Donc, là, généralement, ce qu'on va faire, on va essayer de saisir soit un nom qui existe déjà dans la base de données et qu'on sait qu'il existe dans la base de données. Donc, comment est-ce qu'on récupère le nom qui existe dans la base de données? C'est soit en faisant de la reconnaissance. Donc, on l'a trouvé quelque part sur les formulaires, on l'a trouvé quelque part sur le site web, on l'a trouvé quelque part au niveau des formulaires de contact ou autre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous avez remarqué, ou bien, remarquez ici, ce qui a été fait, c'est que la personne a saisi les caractères BLAH, une cote, or, 1 égale à 1, 2 tirés. Alors, et il a saisi comme mot de passe n'importe quoi. Donc là, ils ont saisi Springfield, on aurait pu laisser vide, comme on aurait pu mettre un autre mot de passe. Donc, automatiquement, ce qui va se passer à ce niveau-là, vous remarquerez qu'au niveau de la requête qui va être envoyée, ça va être select count star from user, where username égale. Donc, on prend le contenu qu'il y a là, il va être mis.
Et évidemment, il y aura la cote ouvrante et la cote fermante pour mettre la valeur du champ à l'intérieur. Donc, les deux cotes en noir existaient déjà. End password égale, on mettra la valeur du mot de passe entre cotes. Lors du traitement de la requête qui a été envoyée telle quelle vers le serveur va diviser votre requête en deux parties. Il y aura la partie select count star from users, where username égale BLAH, or 1 equal 1. Et tout le reste, on a dit que c'est un commentaire ignoré. Qui peut me dire pourquoi tout le reste a été ignoré déjà? Parce que end. Alors, le end, qu'est-ce qu'il a à voir là-dessus? Je n'ai pas compris. Le end est un opérateur logique et qui n'est pas ignoré généralement. Généralement, quand on met un end, la condition est vraie si les deux parties sont vraies. Alors, il y a Lucie qui nous envoie 2 tirets avec une cote. Alors, les 2 tirets et la cote ne veulent rien dire, Lucie. Par contre, M. Saoudi a raison. Il faut savoir que dans le langage SQL, les 2 cotes signifient que tout ce que je mets après devient commentaire. Ça veut dire que je suis en train de documenter mon code. Donc, le serveur, il va commencer à lire la requête, select count étoile. D'accord? À partir de quelle table? À partir de la table user. Est-ce qu'il y a une condition? Oui, il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est soit le username égale BLAH. D'accord? Il va vérifier cette condition si le BLAH existe. Donc, la condition est vraie en partie. Ou bien, si le 1 égale à 1. Comme c'est un OR, donc bon, on en discutera après. Ensuite, il continue à lire votre requête. Il va trouver 2 tirets. Automatiquement, il va s'arrêter. L'interpréteur va s'arrêter. Pourquoi? Parce que les 2 tirets pour lui signifient que ce qui va venir après, ce n'est rien d'autre qu'un commentaire. Donc, il n'a pas besoin de l'interpréter. Et là, vous remarquez qu'on s'est débarrassé de la deuxième partie de la condition, qui est end password égale Springfield. Parce que si on ne s'était pas débarrassé, même si le mot de passe est erroné, ça fonctionnera toujours. Pourquoi? Parce que ce qui vient, regardez à ce niveau-là, tout ce qui vient ici, c'est un commentaire, donc il est ignoré. Même si, je vous ai dit, même si je mets password égale à blanc, ça fonctionnera toujours. Évidemment, si la base de données, l'application web est vulnérable aux injections SQL. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que vous m'avez dit quoi? Oui, vous avez dit parce que end sans la suite. Je ne vais pas deviner que vous avez compris. Enfin, c'est pas méchant. Donc, le OR fera en sorte que si l'une des 2 conditions est vraie, il va afficher le résultat. Donc là, la requête, elle va afficher quoi? Elle va afficher tout simplement. Alors, qui peut me dire, un select count star, il affiche quoi? Tout simplement, il va afficher le nombre de lignes qu'il y a dans la table user. En d'autres termes, il va afficher le nombre d'utilisateurs, actifs ou non actifs, qui se trouvent dans la table. Alors, bon, là, je pense que je vous ai déjà expliqué tout ça, c'est pas la peine de passer par cette diapo. Donc là, ce qui est dit, c'est que l'utilisateur va introduire le nom et le mot de passe. La requête SQL va être générée automatiquement, récupère le nombre de lignes. L'utilisateur va s'authentifier. Malheureusement, il y a le OR 1 et 1, pour la suite va être ignoré, etc. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, là, je vous ai mis quelques exemples d'injections SQL. Il faut savoir que pour faire des injections SQL, il y a énormément de commandes qui vont vous permettre de le faire. Donc, dans la première colonne, c'est des exemples de ce qu'on veut faire. Par exemple, mettre à jour une table
rajouter de nouveaux enregistrements dans la table, identifier le nom de la table, donc savoir dans quelle table je suis, supprimer une table, ou bien retourner plus de données, donc afficher un maximum de données. Donc on va commencer par les plus simples. Donc je commence par en bas. Alors, le OR 1 égale à 1, on vient de le voir. Donc select étoile from user data where email ID égale BLAH OR 1 égale à 1. Donc là, automatiquement, ce qu'il va faire, il va afficher tout ce qu'il y a dans la table user data, puisqu'on a mis un select star. Alors, dans le deuxième exemple, en partant du bas, vous allez mettre BLAH toujours, fermez votre cote, point virgule, dot table credit card. Ensuite, vous mettez vos deux tirets. Automatiquement, si j'avais une requête, ça devient select JB email, JB password, JB login, ID, etc. name, from members, where JB email égale BLH, point virgule, dot table. Donc là, j'ai tout simplement rajouté une commande qui permettra de supprimer la table. Et bien sûr, j'ai ignoré tout ce qui vient après, qui passe en commentaire. Pour identifier le nom de la table, je rajoute tout simplement int 1 égale select count étoile from my tables. Donc là, vous avez besoin de vous-même de deviner le nom de la table parce qu'il va vous afficher tout le contenu de la table, etc. Donc rajouter de nouveaux enregistrements, etc. Alors, maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'il y a un seul type, deux types, trois types, quatre types d'injection SQL? Alors, selon vous, il existe combien de types d'injection SQL? Ou bien combien de types d'injection SQL est-ce que vous connaissez? Alors, M. Saoudi nous parle de bind SQL, plutôt blind SQL, vous avez oublié le L. Alors, à part le blind SQL, est-ce que vous connaissez d'autres types d'injection? Mademoiselle Wafek, on ne vous a pas entendu aujourd'hui. Connaissez-vous d'autres types d'injection à part le blind SQL? Alors, Shafa, il nous parle de l'union. Il y a Hamadash qui nous parle des injections basées sur les erreurs. Mademoiselle Wafek, toujours pas là. Malheureusement, je n'ai rien reçu, mademoiselle Wafek. Ah oui, out of band. Oui, je viens de voir. OK. Alors, il faut savoir, quand on parle d'injection SQL, nous distinguons trois grandes familles d'injection SQL. Alors, les trois grandes familles, c'est quoi? C'est les in-band, donc c'est ce qu'on appelle les injections classiques. Nous avons les blind SQL injections et nous avons ce qu'on appelle les out-of-band injections SQL. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle de manière générale les injections classiques, tout simplement parce que l'envoi de l'injection et la récupération du résultat vont se faire via le même canal. Qui dit via le même canal? Via le même moyen de communication. Et là, on va distinguer plusieurs sous-ensembles, notamment les injections basées sur les erreurs, les injections basées sur l'union, tout ce qui est tautologie, comme on l'a vu tout à l'heure,
Et il y a toute une panoplie d'autres sous-ensembles qu'on essaiera de voir, on essaiera d'en voir le maximum. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les blind SQL injections, ou bien ce qu'on appelle les injections par déduction. Alors, c'est des injections pour lesquelles vous n'allez avoir aucun résultat visible. Donc, contrairement aux in-band injections SQL, ce type d'injection, la machine a été faite, ou bien le serveur a été fait de telle manière à ne pas retourner un résultat. Donc, dans ce cas de figure, on va avoir recours plutôt à d'autres techniques et on va distinguer deux types. Soit les techniques basées sur le temps, donc on va utiliser des timers pour calculer le temps de réaction du système. Alors, il faut savoir que le système va réagir, mais uniquement dans le cadre autorisé. Donc, dans le cadre qui est autorisé par son concepteur ou son développeur. Mais il ne vous affichera ni message d'erreur, ni d'autres types de données tels que vous avez l'habitude de voir avec les autres types classiques d'injection. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les injections basées sur les facteurs booléens. Ça, on le verra tout aussi par la suite. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les out of band. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on va faire l'injection, on va avoir à utiliser deux moyens de communication différents. Ça veut dire l'injection, je ne vais pas la faire directement via le système ou l'interface du système, mais je vais essayer d'utiliser d'autres procédures système ou bien d'autres outils système qui sont mis à disposition par soit le système d'exploitation du serveur, soit au niveau de l'application web en elle-même. Il faut savoir que les injections out of band sont des injections qui sont difficilement mises en œuvre parce que le travail préliminaire est beaucoup plus important. Il consiste à essayer de trouver les outils de communication qu'on pourra éventuellement utiliser pour communiquer avec notre serveur. Donc, on va essayer de commencer par voir en détail les in-band SQL injections. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans ce type d'injection, l'attaquant va utiliser le même canal de communication pour effectuer l'attaque et récupérer le résultat. C'est des attaques qui sont très courantes et sont facilement utilisables et facilement exploitables. Et comme on l'avait dit, on va utiliser les erreurs et l'union. Alors, on va commencer par traiter les injections basées sur les erreurs. Donc là, l'objectif de l'attaquant, c'est quoi? C'est d'obliger la base de données à effectuer des opérations dont on sait pertinemment à l'avance que le résultat ne sera qu'une erreur. Le but, c'est quoi? C'est de permettre à l'attaquant d'affiner son injection pour pouvoir atteindre l'objectif final. Alors, il faut savoir que dans ce type d'injection, l'exploitation va différer en fonction du type du SGBD que j'ai en face de moi. Parce qu'il va y avoir des commandes, par exemple, qui fonctionneront sous SQL, d'autres qui ne fonctionneront que sous Oracle. Si je prends les premiers exemples, alors imaginons que mon application fonctionne avec l'URL suivant, www.random.com, app.php, ID equal, par exemple, 5, 6, 7. Ça peut être n'importe quelle valeur d'ID qui va générer une requête automatiquement derrière, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui va permettre d'afficher un résultat. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais remplacer la valeur du ID par une cote. Automatiquement, je vais avoir le message d'erreur suivant. Donc, là où on a mis le output, je vais avoir un message qui va me dire You have an error in your SQL syntax. Check the manual, etc. Pour that correspond to your MySQL server version, bla 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 bla. Et là, l'information utile que j'ai obtenue, c'est quoi selon vous? La version du MySQL Voilà. Server. Donc là, l'information utile qu'on a obtenue, c'est tout simplement la version du serveur MySQL que nous avons. Alors, quelle est l'utilité déjà d'avoir la version du serveur? Connaître les vulnérabilités, monsieur.
Voilà. Une fois que vous avez la version de votre serveur, vous allez identifier toutes les vulnérabilités existantes sur cette version. Maintenant, l'exemple 2. Alors, j'ai un URL ordinaire qui est www.example.com-project.php id equal 10. Là, on va procéder autrement. Je ne vais pas enlever le 10. Au contraire, je vais concaténer une commande à mon 10. Alors, la commande, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction utl in address.getHostName. Alors, il faut savoir que c'est une commande Oracle qui va me permettre de retourner le nom de l'hôte pour le paramètre qui lui a été passé. Alors, je sais pertinemment que cette requête va me générer une erreur. Pourquoi? Parce que le nom de l'hôte, ça va être le nom de l'utilisateur. Et lorsque la base de données va rechercher le nom de l'hôte sur la base de données utilisateur, elle va échouer. Et là, il va me retourner un message d'erreur qui est Oracle-292257 host Scott unknown. Et là, quelle est l'information utile que j'ai obtenue? Scott. C'est Scott, tout simplement. Donc là, vous remarquerez comment est-ce qu'en utilisant des erreurs basées, plutôt des injections basées sur les erreurs, je peux obtenir certaines informations très utiles qui vont me permettre par la suite d'affiner mon attaque et, si vous voulez, de la développer au fur et à mesure. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les injections basées et inbound, on distingue deux grandes familles. La première, c'était les injections basées sur l'union, sur les erreurs. La deuxième, c'est les injections basées sur l'union. Bon, sur l'union, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on va vraiment s'attarder là-dessus demain matin. Donc, on va le faire assez brièvement. Donc, il faut savoir que c'est une technique qui va utiliser l'union pour combiner le résultat de deux requêtes. Donc, initialement, le système génère sa propre requête. Par exemple, input, dans l'input, j'ai www.random.com app.php id equal quelque chose. Moi, je rajoute union select et je mets par exemple username, password from users. Si j'ai fait correctement mon union, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le résultat de la partie droite de ma requête. Donc, le résultat de ce qu'il y a après l'union. Par exemple, là, j'ai Ayman avec son mot de passe, administrateur avec son mot de passe. Et là, vous remarquerez que, comme d'habitude, les mots de passe dans les bases de données, ce n'est qu'un hash. Donc, j'obtiens le hash des mots de passe. Alors, là, je vous ai fait une remarque en disant que si mon union a été correctement fait, il faut savoir que le union fonctionne sous une seule condition. C'est que le nombre de paramètres ou d'arguments que je vais donner dans le select après l'union soit équivalent au nombre d'attributs de la table avec laquelle j'ai fait l'union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la première table sur laquelle s'exécute cette partie de ma requête contient 3 attributs, donc 3 colonnes, et que moi j'ai fait union select username and password, mon union va échouer. Donc ma requête ne fonctionnera pas. Elle ne m'affichera aucun résultat. Donc s'il y avait 3 attributs dans cette table, il aurait fallu mettre par exemple username, password et autre chose. Donc voilà où réside la difficulté. La seule difficulté au niveau de l'union, c'est que tout simplement, il faut qu'il y ait le même nombre d'attributs du côté droit et du côté gauche de votre union. Alors, avant de passer à autre chose, est-ce que vous connaissez d'autres types de, comment on les appelle, d'injections in-band? En dehors de ce qu'on vient de dire, on a donné les erreurs, on a donné l'union.
Alors, il y a Saoudi qui me dit, avant d'arriver à l'union, monsieur, on aurait eu le nombre de colonnes en essayant toutes les possibilités. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, avant de faire l'union, il faudra vérifier, essayer d'identifier le nombre de colonnes qu'il y a dans la table originale. Ça, on verra demain comment est-ce qu'on pourra deviner le nombre de colonnes. Maintenant, est-ce que vous connaissez d'autres types d'injections? Dans le in-band, hein, évidemment. Alors, dans tout ce qui est in-band, nous avons parlé de deux types maintenant. On a parlé de l'union et de l'injection basée sur l'union et l'injection basée sur les erreurs. Est-ce qu'il y a d'autres types que vous pouvez identifier? Hamadash, est-ce que vous connaissez un autre type? Non. Non. Non, j'ai pas, Wafek, je ne parle pas de blind. On est toujours, regardez s'il vous plaît. Alors, on est dans les in-band. Le blind, c'est une autre catégorie. On a dit nous avons trois grandes familles. Nous avons les in-band, les blind et les out-of-band. Maintenant, dans les in-band, on a vu l'erreur et l'union. Est-ce que vous connaissez d'autres sous-familles? Alors, il y a une troisième sous-famille, ce qu'on appelle les procédures stockées. Alors, il faut savoir que généralement, il y a un grand risque d'exécuter des requêtes malicieuses dans ce qu'on appelle les procédures stockées. Dans le cas où l'application web n'a pas filtré les entrées de l'utilisateur qui sont utilisées pour construire ce qu'on appelle les requêtes dynamiques. Alors, les requêtes dynamiques, c'est quoi? C'est les requêtes généralement qui sont prédéfinies et pour lesquelles vous ne faites que donner des arguments. Alors, il faut savoir que pour les procédures stockées, un attaquant peut utiliser une entrée malicieuse afin de tout simplement d'exploiter ces procédures stockées au niveau de la base de données pour perpétuer son attaque. Alors, nous avons aussi un autre type de, si vous voulez, comment on appelle ça, d'injection. C'est ce qu'on appelle les requêtes incorrectes, logiquement incorrectes, ou bien les requêtes illégales. Alors, il faut savoir que généralement un attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou bien avant d'arriver vers les requêtes logiquement incorrectes, qu'est-ce qu'une tautologie? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'une tautologie? Alors, une tautologie, c'est une proposition qui est toujours vraie. Alors, rappelez-vous le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était l'exemple où on avait rajouté or 1 égale à 1. Le 1 est toujours égal à 1. J'aurais pu mettre A égale à A, j'aurais pu mettre 2 égale à 2, 50 égale à 50. Donc, ce qu'on avait fait, c'est utiliser le paradigme des tautologies. Donc, compléter notre requête avec une condition qui est toujours vraie, de telle manière à ce que l'interpréteur puisse exécuter la requête, quel que soit X. Donc, on avait utilisé le paradigme de tautologie en le combinant avec un commentaire de fin de ligne pour supprimer le reste de la requête et faire en sorte que la première partie de la requête qu'on a gardée soit toujours vraie. Alors,
vous avez d'autres paradigmes, ce qu'on appelle le piggybacked query. Vous avez les inline comment, vous avez le end of line comment aussi. Donc là, je vous laisse le soin de chercher par vous-même pour pouvoir identifier ce type de requête. Alors, on passe maintenant à la deuxième grande famille des injections, ce qu'on appelle les blind SQL injections. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà blind SQL injection? Tout simplement, leur nom signifie tout simplement injection aveugle ou bien injection par déduction. Pour la simple raison que lorsque je fais une injection ordinaire, par exemple à ce niveau-là, je lance une attaque, sur une injection normale, je vais avoir soit un message d'erreur, soit un résultat qui va s'afficher à l'écran. Par contre, avec une injection ordinaire, je n'aurai rien qui va s'afficher à l'écran, même si mon attaque va réussir. Donc, par exemple, à ce niveau-là, mon injection a réussi, mais j'aurai un message qui va me dire « We are unable to process your request. Please try back later. » Ça ne veut pas dire que mon injection n'a pas réussi, mais seulement que le système a été fait de telle manière de refuser de m'afficher tout type de message à l'écran. Donc, tout ce qui se fait comme traitement se fait en arrière-plan et il est invisible à l'utilisateur. C'est pour cela qu'on vous dit que lorsqu'on parle de blind SQL injection, l'attaquant n'a aucun message d'erreur du système sur lequel il est en train de travailler. Donc, qu'est-ce que va faire l'attaquant? Il va envoyer des requêtes SQL malveillantes à la base de données. C'est des requêtes qui vont prendre énormément de temps pour s'exécuter, contrairement aux requêtes standards, car le résultat sera toujours transmis sous forme booléenne. Donc, ce n'est pas un affichage visuel que vous allez avoir. Donc, on va se baser sur le principe booléen, donc du vrai ou du faux, afin de pouvoir déjà deviner ou déduire la structure de la base de données et essayer de déduire aussi la valeur des données qui se trouvent dans cette base. Maintenant, si on a affaire à une injection, ce qu'on appelle inférentielle, donc une injection déductive, donc là, aucune donnée ne sera transmise via l'application web. Et il sera impossible pour nous de récupérer le résultat réel de l'injection. C'est pour cela qu'on parle tout simplement d'injection aveugle. Alors, pour tout ce qui est Boolean blind injection, donc là, c'est tout simplement une technique avec laquelle on va utiliser des conditions booléennes pour essayer d'envoyer des résultats différents selon est-ce que la requête va renvoyer un résultat vrai ou faux. Bon, là j'ai pris un petit exemple. Par exemple, si je fais www.usthm.dz/item.aspx et ma requête ID égale à 67. Ça, c'est ce qui est affiché dans mon URL. Mais réellement, le serveur, qu'est-ce qu'il va exécuter? Réellement, ça va être un select name, price, description, from item data, qui est la table, where item data égale à 67. Ça, c'est ce qui est exécuté réellement sur le serveur. Maintenant, moi, si je veux faire mon blind SQL en me basant sur des booléens, qu'est-ce que je vais rajouter à ma requête? Alors, dans un premier temps, attendez, bon, comme je n'ai pas fini votre support de cours, je n'ai pas le temps de le finir, donc je vais tout simplement, on va le faire ensemble rapidement. J'affiche de quoi écrire. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire www.myshop.com/item.aspx
ID equal 67. Donc là, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter tout simplement and 1 equal 2. Automatiquement, ma requête, comment est-ce qu'elle va changer? Alors, la requête de tout à l'heure, ça va être... Attendez, je la copie directement, ça m'évitera de l'écrire. And 1 equal 2. Donc, automatiquement, la requête a changé de cette manière, ce qui veut dire que si le résultat est faux, il n'y aura aucun item qui va s'afficher sur la page web. Et là, automatiquement, l'attaquant va tout simplement changer la requête pour émettre. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si rien ne va s'afficher, là, je comprends automatiquement que l'interpréteur qui est derrière laisse passer mes requêtes. Rien ne s'affiche, donc ma requête est passée. Il ne l'a pas ignorée. Parce que s'il y avait une protection, là, il va ignorer les modifications que j'ai faites et il affichera toujours l'item numéro 67. Donc là, automatiquement, je vais faire quoi? Je vais lui mettre and 1 equal 1. Maintenant, si la requête va retourner vrai et qu'il m'affiche l'article numéro 67 qu'il avait l'habitude de m'afficher avec la requête initiale, donc avec la requête qui n'a pas cette partie. Donc, je comprends que la page est vulnérable aux injections SQL. Ça veut dire quand je lui complète avec une information erronée, il n'affiche rien. Quand je lui complète avec une information vraie, il affiche quelque chose. Et là, bien que c'est du blind SQL, donc là, j'arrive à savoir si la page est vulnérable ou si elle n'est pas vulnérable. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain à 8 h pour le premier groupe et à 9h30 pour le deuxième groupe. Bon, j'ai déjà discuté avec M. Zafoun. Il va procéder de la même manière. Donc, vous allez faire TP normalement avec lui en parallèle à la place de M. Gagomé. Ça ne va pas être en sous-groupe, mais ça va être en groupe. Et chaque groupe, il le prendra pour 1h30. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bon, vous ne répondez pas. Alors, s'il vous plaît, là, vous remarquez que je vais très doucement pour que vous puissiez comprendre. Mais si on continue d'aller à ce rythme-là, on finira jamais. Donc, si vous n'avez pas d'objection, j'aimerais bien doubler la cadence. Donc, aller 2 fois plus vite. Si vous ne dites rien, donc vous êtes d'accord, donc là, pour le prochain cours, on ira 2 fois plus vite. OK, parfait. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée.